voit sa tête. En ce moment, il y a pas mal de poissons dedans. Salut, j'effectue actuellement un tour du monde engagé et bas carbone et pour traverser l'Atlantique sans prendre l'avion, je me suis dit que la meilleure manière c'était de le faire en voilier. L'objectif c'est donc de faire du bateau stop en intégrant un équipage sans trop d'expérience et avec un petit budget. Coup de bol, le beau-frère d'un pote qui s'appelle Patrick accepte de me prendre sur son voilier. Il fait 16 mètres et sera notre maison flottante pendant 33 jours. C'est donc parti pour une transatlantique de plus de 4200 nautical miles, équivalent de 7800 km, jusqu'à Sainte-Lucie dans les Caraïbes. Et l'aventure commence le 20 novembre à Gibraltar. C'est bon, on est en mer et voici les membres du crew. Tout d'abord, il y a Patrick, le capitaine. La navigation, ça le connaît. Il regorge d'anecdotes et adore l'histoire. Allez, je fais juste pour la photo. Oh là là. Il forme un binôme avec Nicolo, le second qui l'aide dans toutes ses manœuvres. Regardez-moi ce beau gosse, le regard droit vers l'horizon. Il est italien, photographe, prof de paddle et de plongée. Et la voix grave que vous entendez derrière, c'est celle d'Alex, le cuistot. Il prépare des petits plats savoureux et comme tout Catalan qui se respecte, c'est un bon vivant. Il aime les apéros et la pêche. Et puis voilà, il y a moi, le jeune mousse qui s'occupe de la vaisselle et qui squatte la banquette du salon pour dormir. Rapidement, on est plongé dans cette immensité bleue, filant tout droit vers l'horizon. Mais la mer, qui était calme, commence peu à peu à s'agiter à la sortie du détroit de Gibraltar. La houle se creuse à cet endroit de jonction entre deux forces, Méditerranée et Océan Atlantique. Et paf, je commence à être nauséeux. La fameuse malédiction du mal de mer semble me frapper. Bon, je suis pas seul. Alex est frappé par le même mot et multiplie les siestes. Parce qu'il n'y a pas de miracle. Le seul remède, c'est de s'allonger en attendant de s'amariner. Heureusement, à la barre, on laisse le 5e membre d'équipage faire le boulot, le pilote automatique. Il faut tout de même effectuer une surveillance continue du bateau, de jour comme de nuit, et j'accompagne Patrick sur le premier quart. J'ai peu d'images de cette nuit de navigation à cause du mal de mer, mais ça ne loupe pas. Je fais tomber un verre à cause des mouvements brusques du bateau, le capitaine m'aide à en ramasser les morceaux. Un instant suffit. Les voiles changent brutalement de côté, la baume claque, c'est l'empannage sauvage. Cela aura pour conséquence d'endommager le mécanisme du foc, la voile située à la proue du bateau. Voici donc une leçon pour cette traversée, l'océan est intransigeant et l'erreur n'y est pas permise. Les jours suivants, la mer se calme et Alex en profite pour caler ses cannes. C'est quoi comme poisson? C'est un bonite. Ouais, c'est une petite bonite. C'est aussi le début des couchers de soleil qui peignent le ciel d'un panaché de couleurs. On a également le droit au bal des dauphins qui profitent de la propulsion du bateau. La liberté nous souffle sa mélodie. Les voiles sont tendues, portées par les alizés. Je commence à mesurer l'ampleur de mon voyage qui en est qu'à ses débuts. On va accoster à Lanzarote dans les îles Canaries. Perdón, ¿qué barco es? Embarcación aquí a Pilgrim. Hemos reservado para esta noche. Ok. Bon, au final, c'était pas le bon port. Du coup, on est reparti pour arriver à bonne destination. Donc voilà, arrivé à Marina Rubicon, située au sud de l'île. Ah, ça fait quand même du bien d'arriver à terre, hein, d'avoir un sol stable et de retrouver le silence. Bon, le port est assez beau, mais par contre, la ville est sans intérêt, car très touristique, c'est un peu Disneyland. On en profite donc pour effectuer quelques réparations, faire des courses avec les fruits et légumes dans la soute.
laver le linge avec une vraie machine à laver, laver le bateau de fond en comble. On a même le droit à la vaisselle sur le port, donc c'est pratique. Boire des petits verres et essayer de passer quelques bons moments ensemble. Cheers. Après 2 nuits, il est déjà le temps de repartir. On passe faire un plein d'essence parce que même en voilier, on utilise pas mal le moteur. Que ce soit en navigation côtière ou par manque de vent, tout simplement. Il faut penser aussi à alimenter le groupe électrogène, notamment pour dessaler l'eau de mer, d'où l'importance d'utiliser certaines énergies renouvelables. Regardez-moi ça. Petite éolienne pour le bateau. Sur le bateau Pilgrim, pas d'éolienne mais des panneaux solaires. Mais le rapport énergétique est assez faible et Patrick hésite à passer en hydraulique. Et oui, Pilgrim c'est le petit nom du voilier. Après une marche de 80 jours sur la route de Compostelle, je trouve la coïncidence assez drôle. Sinon j'ai partagé cette aventure sur Instagram, donc n'hésite pas à y faire un tour. Allez, on est fin prêt, on va voir Patrick pour faire le point sur la situation. On est parti, donc direction le Cap Vert, l'île de Mindelo. Départ dans une dizaine de minutes. Donc là on note la position sur le livre de bord. Et après on est parti pour au moins 5 jours jusqu'à l'île de São Vicente pour Mindelo. Voilà. Patrick en profite pour nous faire un brief sur les prévisions météo. Faut savoir qu'on est un peu coupé du monde. On envoie seulement un SMS groupé aux proches tous les 2-3 jours pour les tenir informés de notre localisation. D'ailleurs, les premiers jours, la mer est plate et on profite de ces moments de quiétude et de déconnexion. La journée commence bien, avec une belle allure. Les voiles sont gonflées et on prend de la vitesse. Et soumis à la force du vent, le voilier émet des craquements plaintifs. Soudain, dehors ça se corse. La poupe du bateau est complètement trempée à cause des vagues qui fouettent le navire. Après avoir mis 2 ris pour réduire la voilure, le capitaine décide d'abaisser la grande voile et de laisser seulement le foc pour maintenir une prise au vent. Les conditions météo se dégradent à l'horizon. Au sein de l'équipage, la tension monte d'un cran. Dans ces conditions, il est important de s'attacher à la ligne de vie lorsqu'on évolue sur la proue du bateau. La nuit tombe, accompagnée d'un gros grain, les cordes claquent, ça grince de partout et la vaisselle s'entrechoque. Au réveil, la mer est encore assez agitée. Nicolas, what is the situation of the night? Really hard. Really hard? No, really hard no. It was complex but beautiful. Sailor. C'est le life. Yeah. Du coup, notre trajectoire, on allait vers l'ouest. Puis après, on a évité la tempête. On a fait demi-tour. Maintenant, on est là et on repart vers l'ouest. Pas de bol. D'un point de vue statistique, on avait 2% de chance d'avoir un vent de face dans cette région du globe. Le bateau tangue et on est loin d'avancer en ligne droite. Et suite à un problème avec l'enrouleur du foc, Patrick est sur le fond. Finalement, ça finira par payer à force d'étirer les cordes. Et comme le lendemain de chaque intempérie, il y a inévitablement quelques réparations effectuées. Comment il vous parle? Dès le matin, ouais. Petit réveil du matin, à la proue du bateau, on peut admirer les dauphins, c'est génial. Parfait. Olé. Ah, qu'est-ce que tu veux dire aux enfants? Oui, les dauphins ils sont gentils, D'accord. il faut faire attention aux dauphins, ce sont nos amis, c'est les amis des marineros. Voilà. Nous on a 2 amis, les dauphins et le cocinero. C'est un café Caraquillo, c'est pas un Caraquillo café, hein. Allez, le gilet de sauvetage. Pendant que je mange végé, le chef cuisine souvent des grands plats à base de viande. Alors si t'es végétarien, je pense que c'est très important d'être sûr à 100% de bien l'avoir spécifié avant d'embarquer, afin d'éviter toute incompréhension que cela peut entraîner, surtout dans un univers à huis clos. Le saut, le saut.
c'est la deuxième fois quoi de la journée, c'est fou. Oh le jump. Olé. Wouhou. Nous avons maintenant 2 bandes pour le prix d'une. Oh. Nicolo, it's the ritual of dolphin. Yes. On voit sa tête, incroyable. Oh là 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 là. Non, c'est pas une baleine. Non, c'est un petit rorqual. C'est une orque, non? Non, c'est pas un orque. Ah, j'espère pas. Alors qu'est-ce qu'on a vu capitaine aujourd'hui? Un petit rorqual, un membre de la famille des baleines, qui s'est trouvé à 15 mètres du bateau, tranquille, c'est le coup du matin. Fabuleux. 6h du matin, c'est l'heure du petit café et du réveil pour assurer la garde jusqu'à 8h. L'objectif est de s'assurer que le vent ne tourne pas et reste stable. Et surtout de checker qu'il n'y a pas d'obstacles comme des bateaux sur le radar. Puis peu à peu, le reste de l'équipage se réveille. Nicolo, what do you think of the English breakfast? Really good. Allez. Yes, but I think that the bacon is too cold. Dans un espace long de 16 mètres, on est quand même vachement sédentaire. Et il faut donc savoir se ménager. Warrior exercise! Well, look at that! The coach! Un de sport national à bord du bateau, c'est la pêche. Et oui. Ah, c'est quoi cuistot comme poisson? C'est l'ampoua en catalan, mais je sais pas. Une dorade coryphène. Ouais, voilà. La dorade. Oui, mais si vous me demandez, j'en ai déjà pêché. Oui. Je peux pêcher. Bon, j'avoue, le poisson est frais, la pêche est sélective et non industrielle. Je fais donc une exception et je mange avec plaisir le produit de notre pêche. Parce que je trouve ça quand même vachement plus respectueux pour le poisson, qui va directement de l'océan à l'assiette. Et puis bah, ça nous occupe, hein. Voilà. Regardez-moi cet homme. C'est hombre. Bonito, bonito. Poula, poula, poula. Bonito. Olé. En ce moment, il y a pas mal de poissons volants qui malheureusement courent sur le bateau et meurent. Vous voyez en fait avec ses petites ailes, eh bien en fait il va planer à la surface de l'eau, il y en a pas mal. C'est assez impressionnant à voir, on peut pas le filmer parce que ça va très vite. Par contre, ils ne sont pas assez rapides pour ces oiseaux qui arrivent à les attraper en plein vol ou en plongeant. Ce qui est chouette aussi, c'est d'observer les manœuvres pour comprendre les bases de la navigation. I can start to take them in. Yeah. It's okay for you, Captain? Yeah. Can Anton also the chlorine? Yes. Lieutenant, It's okay? I need to take more attention in the main old yard. Après 10 jours en mer, au lieu de 7, on entrevoit enfin la terre. Le Cap Vert nous ouvre ses portes. Nous voici arrivés sur l'île de São Vicente. Sand on the anchor, but it's okay. Yes, it's free. It's here, and just the sand, the small sand. If you do like small turn, we clean it. Nicolo s'occupe de remonter l'ancre pour qu'on puisse trouver une place au port. Parce que pendant la nuit, l'accès étant fermé, on s'est posé juste devant avec l'ancre, c'est-à-dire au mouillage. L'arrivée au port est toujours un moment délicat. Il ne faut pas tamponner le bateau, notamment en s'assurant de bien mettre les bouées de protection qu'on appelle pare-batte. Et bienvenue à Mindelo, la capitale culturelle du Cap Vert.
Ici, Césaria Évora est partout. Celle qu'on appelle la diva aux pieds nus et qui a popularisé la musique capverdienne, la morna. Il est déjà temps de repartir en mer avec ce brave pilgrim. Côté météo, la situation est favorable, on est censé éviter les tempêtes. I think this one is a storm. Yes. The beginning of storm. Allez, c'est parti pour 2 semaines de navigation. C'est quoi les news, capitaine? Et la news du jour. Ah oui. Ça y est, on est parti. On est parti de où? On quitte l'Afrique. Incroyable. Direction l'autre côté de la planète. Oh là là. On hisse la grande voile, prêt pour la grande traversée qui va durer 2 semaines. C'est une plongée vers l'inconnu. Au loin, les falaises sont en vue. Et on se sent pousser une âme d'explorateur en quittant ces falaises abruptes, dignes d'un décor de Jurassic Park. Voilà pour enfiler les verbes. La marine à l'ancienne, c'est la Old Navy. Ça. Yes. I like it. Ok, là for the moment. On attend de voir à quelle sauce on est mangé. C'est parti pour la sieste, Alex? Ouais. Nickel. La météo sera clémente, même si on aura des jours sans vent, nous obligeant ainsi à utiliser le moteur. Sinon, le reste du temps, on sera porté par les alizés qui nous procurent un vent arrière, avec une vitesse moyenne de 6,4 nœuds sur les premiers jours, soit environ 12 km/h. Une traversée, c'est une toute autre vie. On est dicté par l'océan et ses caprices, à commencer par le mouvement du bateau, et autant dire que c'est pas évident tous les jours. Du coup, tout le bateau est aménagé en fonction, à commencer par le verrou des portes. Il y a aussi les fixations pour la gazinière, les matériaux antidérapants, le four amovible, les repose-bouteilles, et oui on est quand même des marins, les fenêtres verrouillables en cas de gros temps, ou la douche, position assis, mais bien sûr c'est pas tous les jours. Back in that bag again. Whoa, whoa, yeah, yeah. Back in that, yeah. Le quotidien s'installe avec son lot de petites habitudes, comme lire des romans d'aventure, découvrir le bagamon avec Alex, écrire son journal de bord et ses idées, puis s'endormir pour récupérer du quart de la veille. Car en effet la sieste est un sport national. Apprendre les bases de la navigation dans les bouquins ou directement en s'exerçant, notamment pour faire des nœuds solides, même si l'essentiel je l'apprends en observant le capitaine. Alors Patrick, qu'est-ce qui se passe si on fait naufrage? Alors, si on fait naufrage, d'abord il faut sauver le capitaine, c'est le plus important. Bah, si on fait naufrage, tu vois le petit bateau là, on se retrouve tous dans le petit bateau bleu. Le dinghy. Ouais. Mais grâce à Alex... Non, c'est pas le dinghy, Ouais. c'est le radeau de sauvetage. C'est pire qu'un dinghy. Ah ouais, non, le dinghy c'est pour le plaisir. C'est high level. Le dinghy c'est pour aller au bar. Mais on fera pas naufrage. Voilà. C'est ça qui fait toute la différence entre un bon marin et un mauvais marin. En fait. T'as le mauvais marin, il est là, nanana, il fait naufrage. Le bon marin, nanana, il fait pas naufrage. Bon, t'as le mauvais chasseur, il voit un truc, il tire. Il tire. Le bon chasseur, il voit un truc. Bon, il tire, mais c'est un bon chasseur, hein. Bah oui, bien sûr. On peut dire, on est si bon que le sac est vide. Il n'y a rien dedans. Il est vide, c'est du fake. Hein. Ouais. Il y a les rations de survie aussi. Il y a cacahuètes, il y a des cacahuètes. Non, les cacahuètes, on les a mangées et on a mangé le chocolat. Donc, dans les rations de survie, il ne reste plus que de l'eau. Hein, tu vois. Après des semaines au milieu de ce désert aqueux, l'ennui frappe à la porte. Surtout sous la chaleur des tropiques assommés par les radiations de l'après-midi. Les journées s'enchaînent et dans la routine, chaque moment d'action est acclamé. Pêche, pluie, dauphin, des parenthèses qu'on accueille comme des gamins. L'ennui a du bon, on se perd dans ses pensées, loin des réseaux et de l'hyperactivité. L'esprit en flottaison, on s'attarde sur les détails, un simple reflet ou une ombre. Et on contemple, encore et encore, la beauté de l'océan. The guy from the Philippines. On se plaindra quand on sera dedans. Pour l'instant, on fête. Non. On le fête. Non, it's okay.
Mais ce n'est pas facile tous les jours et des tensions peuvent émerger. Lorsque les esprits s'échauffent en plein milieu de l'océan, on peut se sentir pris en étau. C'est une véritable expérience sociale, comme vivre en coloc en plein confinement où la proximité est de mise. C'est pourquoi il faut bien sonder avant de partir pour être sûr d'embarquer avec les bonnes personnes et de s'assurer que l'expérience soit agréable pour tout le monde, que ce soit pour le capitaine ou chaque membre de l'équipage. Et une fois en mer, il ne faut pas hésiter à être le plus proactif possible et surtout oser communiquer, car les mots éradiquent les rancœurs et nous permettent d'éviter les malentendus. Cette transat restera tout de même une expérience riche en apprentissage. Merci au capitaine pour sa patience et surtout pour ces belles images qui resteront dans ma mémoire. Plus on se rapproche des Caraïbes, plus on croise de sargasses, ces végétaux marins qui ravagent les rivages des îles. Mais il y a aussi beaucoup plus d'oiseaux et c'est trop chouette de pouvoir les observer dans leur milieu naturel. Ça y est, on est arrivé à Sainte-Lucie après 16 jours de traversée. Et quelle sensation incroyable que celle de revoir la terre ferme. C'est l'occasion de passer un dernier moment avec les membres de l'équipage et de vivre ensemble un Noël festif à la sauce caraïbéenne. Depuis, je profite de la douce vie à Sainte-Lucie et je découvre une faune assez florissante, bien loin de celle que j'ai l'habitude de voir. Et après 2 semaines d'attente, ma copine Shems me rejoint pour au moins 1 an d'aventure. Nouvelle étape, arrivée en Martinique, donc à la fois pour explorer l'île, mais encore faire du bénévolat et surtout trouver un bateau direction l'Amérique du Sud. En tout cas ici, l'ambiance est cool. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que tu as appris des choses sur le bateau stop. En tout cas moi ça m'a permis d'en savoir plus sur l'océan et ça me donne envie de le préserver. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures et un nouveau chapitre. Ciao!